Bonjour à tous, très enchanté d'être là aujourd'hui parmi vous avec Olivier Crosetta. Nous allons parler aujourd'hui de résilience. Et pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la journée internationale de la résilience. Alors, on va faire une petite interview masterclass avec Olivier. Merci déjà de ta présence, d'être parmi nous et de bien vouloir un peu te livrer et nous partager tes pépites de vie, puisqu'on va évoluer sur cette interview avec un parallèle entre ton parcours de vie qui est assez atypique, hein, qui est hors du commun, c'est le cas de le dire, qui est assez extraordinaire, et aussi l'évolution euh, vers différentes approches qui t'ont amené à peaufiner au fur et à mesure certainement ta résilience personnelle et voilà, un peu nous permettre d'explorer aussi notre résilience et la résilience en général dans un groupe également. Rapidement, je voulais quand même revenir sur quelques étapes incroyables que tu représentes, hein. D'abord, avant tout, quelqu'un qui est dans un monde de compétition, de sportive, qui part vers très jeune, vers le monde de la Légion étrangère en tant que jeune officier. Par la suite, service action des GSE, les forces spéciales. Donc un monde militaire avec également un premier déploiement en Afghanistan comme première équipe française, hein, à la tête de cette équipe après le 11 septembre. Euh, la Légion d'honneur, je tiens à le souligner. Puis un changement de monde, une bifurcation vers le monde des entreprises. Tu es parti dans le monde des directions. Et alors, effectivement, tu es parti aussi un moment plus dans l'accompagnement. Donc, travailler dans le monde de l'entreprise, puis voilà, encore un autre virage pour aller vers l'extérieur et accompagner d'autres entreprises depuis l'extérieur. Donc, avec des formations évidemment de coaching, d'accompagnement. J'ai quand même vu aussi que tu as été prof à l'école polytechnique, HEC, etc. Ou en tout cas que tu as été donné tes pépites, tes savoirs, tes lumières. Et puis aussi par la suite, un autre, je veux dire une autre casquette, plus dans le monde de la psychologie, de la thérapie, avec l'ACP, l'accompagnement centré sur la personne de Carl Rogers, qui te donne en fait une panoplie euh, d'outils, d'approches. Et pour finir ici, je termine par dire aussi que tu es quand même le responsable de Synergy Co, qui est un cabinet de coaching, entreprise, d'accompagnement, que je te laisserai éventuellement définir plus par la suite. Mais en tout cas, qui vise à redonner du sens au rôle du manager, du leader, vers une certaine performance collective dans un monde évoluant, changeant, qu'on aime dire dans le milieu militaire, monde VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc voilà, de multiples casquettes, donc ça laisse présager plein de pépites que tu vas pouvoir nous partager. Et j'ai envie de tout de suite t'emmener vers qui es-tu, Olivier, une petite présentation et peut-être ton grand pourquoi ou le fil rouge de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a emmené vers toutes ces différentes aventures? Mm. Merci d'abord de ton invitation, de ta proposition, Phil. C'était inattendu pour moi. On a fait ça un peu à la dernière minute. Mais ouais, ravi d'être là sur ce thème, en fait, de la résilience qui me parle bien. Euh, Tout simplement parce que moi, j'ai l'impression que dans ma vie, j'ai eu plusieurs fois un genou à terre, voilà, au fil de mon parcours, mais comme chacun d'entre nous, en fait. On a tous des moments difficiles, et ces moments, ils sont toujours des moments extrêmement structurants dans notre histoire. Ils font à ce moment-là que soit tout s'écroule et tu coules avec, soit tu vas t'appuyer, en fait, à un moment, tu touches le fond, tu t'appuies sur ce fond, et tu te reconstruis, tu repars. Voilà, donc ça m'a beaucoup touché que tu me proposes d'intervenir. Je ne suis pas du tout un expert de la résilience. Il faudrait appeler Boris Cyrulnik pour ça. Mais en tout cas, ça m'a touché ta proposition. Et qui je suis, alors, bah, tu as dit plein de choses de qui je suis. Je suis un entrepreneur, je suis un ancien officier, je suis coach, je suis psychopraticien. Ça, c'est toute la dimension professionnelle. Je suis aussi un papa, je suis aussi un conjoint, Hmm. je suis aussi un ami, je suis aussi engagé dans le monde associatif. Je suis aussi un sportif. Alors, en fait, comme tout le monde, on a mille et une facettes. Mais tu m'as dit, hein, je crois que tu m'as dit, bah, c'est quoi ton why, qu'est-ce qui te fait, quoi ton moteur dans la vie? Je crois que, alors des moteurs, j'en ai sûrement plusieurs, mais moi je suis nourri, enfin je pense que j'étais un enfant curieux. J'avais besoin de comprendre, je posais tout le temps plein de questions.
Et, du coup, j'ai besoin de découvrir, de comprendre. Et la vie, en fait, m'a offert, tu vois, tout ça. Et donc, je me sens nourri par les rencontres. Euh, et ce qui m'anime, je crois, ouais, c'est une espèce de quête de sens depuis tout petit. Euh, Peut-être parce que j'ai commencé au départ malade et que je ne comprenais pas pourquoi, en fait. C'est ça qui a fait que je voulais comprendre. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi ça? Pourquoi ci? Pourquoi la maladie? Pourquoi les choses sont comme ça? Pourquoi la vie, c'est comme ceci ou comme cela? Et depuis toujours, j'ai cette espèce de fil rouge, de besoin de sens. Moi, tu peux pas me faire m'engager si je comprends pas le sens. Et d'ailleurs, mes enfants sont comme ça, c'est compliqué aussi. Et en même temps, c'est apprenant parce que ça oblige en permanence à remettre le sens en perspective. On aura l'occasion de parler du monde des entreprises ou des équipes, qu'elles soient sportives, forces spéciales. La question du sens, elle est essentielle. C'est quoi le sens de notre aventure en fait? Bon, voilà, donc un peu pour répondre peut-être un peu longuement à ta question, un peu de qui je suis aujourd'hui. Et puis peut-être que si on se reparle dans 10 ans, j'aurai encore sans doute d'autres choses. C'est-à-dire que le fil rouge, il continuera d'être là, et puis il y aura sans doute encore d'autres cordes, d'autres découvertes, parce que j'aime aussi relier les mondes, comme toi d'ailleurs. Toi, tu relis, tu vois, tu es là aujourd'hui, cette interview, tu es là en uniforme, euh, et on a, je crois, on a plein de points communs, et parmi ces points communs, il y a celui-là aussi, d'avoir envie de relier les mondes. Le monde militaire que j'ai connu pendant 18 ans, le monde de l'entreprise que je connais depuis 16 ans maintenant, moi, j'aime aussi relier les personnes. Je me nourris de la relation. Et relier les mondes, c'est aussi relier des personnes différentes. J'aime aussi, tu vois, relier le monde intérieur et le monde extérieur. J'étais un Et enfant replié sur lui, puis après, c'est l'armée pendant des années. Donc là, je suis ouvert sur l'extérieur. Et puis avec le coaching et puis la psychothérapie, j'apprends à replonger dans l'intérieur. Voilà, voilà, un peu de tout de qui je suis magnifique. aujourd'hui. Merci, magnifique. C'est déjà plein de pépites et plein de sens. Et ça fait sens sur cette évolution. Et bah oui, évidemment, tu me permets de faire facilement le pont pour me présenter également rapidement. Mon pourquoi, il est là. J'ai à cœur comme toi. Il y a l'effet miroir, les liens, les liens entre les personnes, entre les approches, entre les mondes. Et oui, effectivement, l'uniforme, ben derrière l'uniforme, il y a aussi un être humain. Et j'ai à cœur, en fait, de pouvoir diffuser des sagesses universelles qui me semblent pertinentes à travers mon parcours, mais à travers le parcours des autres, des parcours exceptionnels comme le tien, pour finalement conscientiser et inspirer, et peut-être inspirer juste d'autres à faire de même, en fait, parce que bah, au cours de mes multiples casquettes également, de plus en plus, je me rends compte qu'on n'a qu'une part de vérité et que ça évolue en permanence au cours du temps. Et donc, tout ce qu'on va dire ici nous appartient évidemment, est basé sur notre expérience et finalement dit un petit peu de qui nous sommes, mais en aucun cas veut imposer quoi que ce soit comme opinion. On va parler de cette résilience. Je l'ai développée pour ma part au cours de, j'appelle ça trois écoles. Il y a une première école qui est certainement voilà, très uniforme, très armée, où j'ai fait l'école royale militaire pour devenir officier, officier d'infanterie, infanterie légère, c'est la brigade light aéroportée, amphibie, etc., où j'ai eu l'occasion de partir en Afghanistan également en 2011. Et puis par la suite, j'avais déjà à cœur de diffuser des pépites de leadership, etc. Donc je suis revenu à l'école militaire comme instructeur pour les jeunes officiers, pour une bonne brochette de génération de jeunes officiers qui partent dans les quatre armées. Et puis je suis monté dans l'état-major, je suis terminé comme adjoint du directeur à la formation de base des officiers, toujours à l'école royale militaire. Et maintenant, actuellement, eh bien, je suis au centre d'information, je suis un directeur qui recrute et qui finalement recrute des gens ordinaires pour faire des choses qui sont de l'ordre de l'extraordinaire, dans le sens hors norme, hors du commun. Euh, et tout ça pour que bah, tout le monde puisse vivre d'une certaine manière selon ses valeurs, en liberté avec ses valeurs, pour ses proches et soi-même. Et donc voilà, j'essaie de les informer au mieux pour les conscientiser et bien les orienter surtout. Et puis, ben, après cette école de vie, j'ai en parallèle aussi, certainement après la partie opérationnelle, été me diriger vers l'exploration, j'appelle ça du développement personnel, où j'ai essayé de découvrir plus sur les neuroefficiences, de comment je fonctionne, Mhm. cœur, corps, cerveau. Euh,
Voilà, et j'avais à cœur de m'explorer, mieux me connaître, mieux me comprendre. Et donc, j'ai pu vraiment bien explorer de ce côté-là. Et puis, une troisième école qui, j'appelle ça plus dépouillement personnel, avec quelqu'un qui nous relie aussi, que je tiens à saluer du passage, notre Grégory Mutombo et Sandy Plouvier aussi, qui nous ont reliés sur une partie cursus plus unicité. Donc, le fait de trouver sa place, de dépouiller, d'aller plus à l'intérieur. Voilà, le grand cœur qui nous touche. Et donc, voilà, cette troisième école aussi qui me permet maintenant d'aller plus au centre des choses. Et souvent, on parle, et je reprends Simon Sinek qui aime bien commencer par le cœur en partant du pourquoi. Dans une mission militaire, d'ailleurs, on donne un task verb, c'est-à-dire on se met en action avec on va faire ceci afin de, il y a un purpose, il y a un pourquoi. Et donc, pourquoi cette masterclass? Pourquoi la résilience? Voilà, pourquoi la résilience est important dans la vie? Pourquoi c'est bien de continuer à nous suivre? Et pourquoi ça a été peut-être important dans ta vie, Olivier, dans ton parcours de vie? C'est lié au changement. On sait qu'on est aussi dans une société d'information, le monde VUCA. Euh, j'ai envie de dire, à travers ton parcours, en quoi tu penses que la résilience a été déterminante dans ton évolution? Bah, je pense que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui si j'avais pas trouvé ces ressources en fait de résilience. Parce que je te l'ai dit, bah, comme la plupart d'entre nous, à différents moments de ma vie, je me suis retrouvé avec un genou à terre. Et même moi, je commençais au départ avec un genou à terre, puisque à l'âge de 18 mois, on découvre une maladie, et du coup, jusqu'à l'âge de 9 ans, j'aurai un régime hyper strict, je suis en retard de croissance, euh, et j'ai une vie qui ne me plaît pas en fait. Voilà, et en grande partie à cause de cette maladie qui fait que je peux rien manger des choses qui me plaisent, jamais de gâteau, jamais de douceur, jamais de choses comme ça. Je mange toujours les mêmes choses, pas suffisamment nourrissantes. Mon corps assimile mal, donc du coup je me développe pas correctement, je grandis pas suffisamment, bon, etc. Et, euh, et puis bah tu vois, à l'âge de 9 ans, à un moment je fais un choix. Un jour je me dis bah cette vie c'est pas ma vie en fait. Je veux pas, ce sera pas ma vie. Et donc, je choisis de changer les choses. Et je vais le faire avec un acte symbolique. Voilà, je vais manger un aliment interdit en me disant, ben, je m'en fous, en fait, j'ai envie de manger ça. Et donc, si je meurs, eh ben, je meurs, et tant pis, mais ça ne sera pas ma vie. En réalité, je ne risquais pas de mourir. Mais l'enfant ne le savait pas en conscience en tout cas. Et ce geste, il a tout changé parce que du coup, ben, j'ai attendu la mort pendant 24 heures à l'école, d'abord l'après-midi. Je n'ai pas écouté grand-chose de ce que disait la maîtresse. Et toute la nuit, j'ai attendu terrorisé l'image de la mort que j'avais en tête, hein, une espèce de tête de mort avec une faucille et une capuche sur la tête. Et puis la mort n'est pas venue, bien sûr. Et donc, j'ai commencé à me dire, en fait, je peux. Et donc, j'ai continué. J'ai mangé un petit morceau de croissant un jour, puis un peu plus, puis un petit morceau de gâteau. Et puis à l'âge de 12 ans, un médecin a dit, bon, ben, c'est bon, en fait, il est guéri. Euh, et ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, avec la force de mon mental, j'ai vaincu la maladie. Il n'y avait sans doute pas que ça, mais je pense qu'il y avait, encore aujourd'hui, je pense quand même qu'il y avait aussi ça, évidemment. Et tu vois, là, ben, premier acte de résilience, en fait, ça va se faire comme ça. Et à partir de là, je décide que plus jamais dans ma vie, OK, je, j'ai subi pendant toutes ces années un corps qui ne me convenait pas, une maladie qui m'était imposée, dont je me sentais victime, etc. Et donc, je décide de changer complètement et je me dis, je ne serai plus jamais esclave de mon corps. À partir de maintenant, je vais faire tout ce que je veux et mon corps va devenir une machine à mon service. Et ça m'amènera à partir dans des excès un peu loin, où, tu vois, à 14 ans, je prenais ma moto et j'allais me mettre sous une cascade d'eau glacée parce que je pratiquais les arts martiaux. Et donc, j'avais vu dans la revue Bushido des, des karatékas faire ça au Japon. Et donc, moi, à 14 ans, j'allais faire la même chose. Voilà. Et plein de choses comme ça, mais qui m'ont permis d'être qui je suis. Et, et donc, tu vois, voilà. Et donc, ça c'est un moment de résilience, mais il y en a eu plein d'autres. Et le deuxième qui me vient en tête, c'est à 26 ans. Tu vois, je perds deux hommes à l'armée, à l'entraînement, en Guyane. Mais parce qu'à l'armée, entraînement difficile, guerre facile. Et donc, on ne s'entraîne pas en faisant semblant. On s'entraîne dans des conditions réelles. Alors, on y va petit à petit, crescendo.
on met en place pas mal de sécurité, et puis à un moment, on fait les choses en réel aussi. Parce que sinon, le jour J, comment tu peux le faire, comment tu peux être efficace si tu n'es jamais entraîné dans les conditions réelles. Et, euh, et cet événement, il va à nouveau impacter ma vie. Je, je suis en colère contre la vie, je suis en colère contre Dieu, je suis en colère contre le monde, parce que tout ça me paraît extrêmement injuste. Et puis, euh, et puis ben, il faut repartir aussi. Et voilà. Et finalement, je repartirai au départ cabossé. Et puis petit à petit, en acceptant d'accueillir ma souffrance que je vais me cacher pendant des années, ben, je vais me débarrasser lentement de ce qui m'encombre, mais en faisant ce chemin de retour euh, vers cette blessure, vers cette souffrance, pour pouvoir la transformer et la sublimer. Merci Olivier. Donc déjà, gratitude pour je veux dire, ton partage avec humilité et déjà avec sincérité, parce que voilà, on sent beaucoup de choix déjà, de responsabilité dans tout ça, le fait de rebondir et de faire face dans ces deux parcours, de ces deux exemples. Euh, et, euh, et oui, j'ai envie de t'emmener parce que directement, là, on est rentré dans le vif du sujet. On comprend mieux pourquoi la résilience est si importante et t'a peut-être drivé d'une certaine façon sur ce parcours de vie. Et j'ai envie de t'emmener vers ben, qu'est-ce que c'est selon toi la résilience? Parce qu'effectivement, on voit un peu tout, hein, c'est des termes un peu galvaudés et puis des définitions très pratiques, très centrées. Hein. Ça commence avec la physique qui nous dit que c'est la valeur caractérisante de la résistance du choc d'un métal à la base. Et puis on part plus vers l'aspect psy qui nous parle de capacité à surmonter des chocs traumatiques. Euh, beaucoup de sens, de mots assez lourds, hein, de vibrations comme ça. Toi, si tu devais donner je veux dire un résumé avec tes mots de comment tu pourrais définir ce concept avec toute ton expérience, ça serait comment? Écoute, moi je dirais que effectivement, ce sont les processus psychologiques qui permettent à une personne de surmonter une épreuve et le traumatisme induit par cette épreuve et de pouvoir ensuite se reconstruire, se remettre debout et continuer à avancer. Et peut-être même en ayant sublimé cette blessure pour aller encore plus loin, un cran plus loin que ce que tu aurais pu faire s'il n'y avait pas eu la blessure. Tu vois, Boris Cyrulnik, à une époque, citait pas mal d'exemples et il parlait notamment de la calasse. Tu vois, Ok. et il donnait que des exemples comme ça de personnes qui avaient profondément, qui avaient eu des blessures profondes et la plupart du temps dans l'enfance et qui étaient devenues des personnes extraordinaires en grande partie en fait grâce à cette blessure et à ce qu'elles avaient réussi à faire de cette blessure. Donc tu vois, comme d'habitude, en fait, c'est toujours les deux faces d'une même pièce. En fait. Tu as le blanc et le noir, tu as le yin, le yang, qui d'ailleurs les deux sont entremêlés. Et à partir de la blessure, tu peux rentrer dans le trauma et tu peux sombrer ou tu peux traverser ce trauma et au contraire, tu peux t'orienter vers des choses et le dépasser, le sublimer et devenir, en tout cas faire des choses extraordinaires euh, parce que tu es encore peut-être euh, plus au contact de tes ressources grâce à cette blessure de ce moment de ta vie. Ok. Mais encore une fois, je suis pas, tu l'as dit toi-même, on est les vérités. Moi, il y a peu de choses que je prends aujourd'hui pour des vérités. Je te partage mes croyances, mon expérience. Et donc, c'est comme ça que moi, je ne suis pas un théoricien de la résilience, mais c'est comme ça que je l'aperçois. Magnifique. Et donc, dans cette perception, tu nous as partagé le yin, le yang. On a donc évoqué un peu de l'énergie intérieure aussi, parce que tu nous as emmené vers le monde intérieur. Et donc, j'ai envie de te partager effectivement que souvent, on parle d'énergie, que ce qui coûte le plus d'énergie dans la vie d'un être humain, ça vient de plusieurs domaines. Hein. On pense à l'action, au comportement, à tout ce qui est physique, à tout ce qui est de l'ordre de la pensée, et puis aussi au niveau des émotions. Et j'ai envie de t'emmener vers ce thème-là, parce que finalement, les émotions, c'est ce qui coûte le plus d'énergie Ouais, à un bien être sûr. humain. Et on sait que c'est limité sur une journée, et j'ai envie de voilà, te faire plonger sur la partie émotionnelle en lien avec la résilience. En fait, si tu me permets,
bien sûr. Un mot, tu disais ce qui coûte le plus d'énergie ou ce qui en apporte le plus, en fait. Mais oui, les émotions sont un élément. L'être humain, c'est un être pétri d'émotions. C'est tête, cœur, tripes. Et euh, on dit que notre intestin, c'est notre deuxième cerveau. On sait qu'il y a des neurones dans le cerveau, mais on sait qu'il y en a aussi dans le cœur. On mesure aujourd'hui le rayonnement électromagnétique du cerveau et on mesure le rayonnement électromagnétique du cœur aussi. Donc, tu vois, tête, cœur, trip, on est cet être fait de chair et d'os et pétri d'émotions. Et donc, nos émotions, effectivement, elles peuvent nous plomber, nous puiser, nous amener à puiser énormément dans nos ressources, quand on est sous stress, par exemple, ou inversement, l'émotion comme la joie. On sait aujourd'hui, les études montrent que les gens qui nourrissent la joie vivent plus longtemps et en meilleure santé que les autres. Parce que la chimie que tu produis dans le corps, les hormones que tu vas sécréter et activer, en tout cas, sont pas du tout les mêmes. Magnifique. Et bah, voilà, tu nous parles de toutes ces hormones, cette alchimie intérieure. Le fait de pouvoir changer sa chimie antérieure va peut-être aussi permettre de mieux faire face, à notre environnement, au monde extérieur. Tu nous as parlé de stress et voilà, j'avais envie de t'emmener aussi sur ton parcours. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu t'es intéressé, autant à cette partie de monde intérieur? Écoute, ce qui me vient, c'est que moi, j'étais un enfant très intériorisé parce que la maladie, machin, bon, du coup, je vivais beaucoup dans mon monde intérieur. Et en même temps, je passais mon temps à observer le monde extérieur. Le monde extérieur me faisait peur parce que j'avais ce retard de croissance, parce que je me sentais fragile. Mmh. Donc le monde extérieur me faisait peur, mais je passais mon temps à l'observer, à le scruter. Et d'ailleurs, ça m'a énormément appris sur le monde, sur les êtres humains, les adultes, les autres enfants, etc. Donc au départ, si tu veux, je suis dans le monde plutôt de l'intériorité. Et puis, quand à 12 ans, je découvre que ça y est, j'ai vaincu la maladie, là, je me lance à fond à l'extérieur. Je me dis, bah, maintenant, j'ai une revanche à prendre sur la vie. Donc, c'est le moment d'aller faire enfin tout ce que je veux. Et effectivement, je vais me lancer, alors du coup, à corps perdu, comme c'était mon corps qui m'avait fait souffrir en amont, je décide que mon corps va devenir une machine de combat. Et donc, Mmh. effectivement, je me lance à outrance dans le sport. Et, euh, voilà, à 24 ans, après mes études, quand je rejoins l'armée et que je démarre comme jeune lieutenant à la Légion étrangère, je suis déjà moniteur de ski, moniteur de kayak, je suis ceinture noire de karaté, je suis champion régional de boxe. Mais tout ça, ça s'est fait alors que 10 ans avant ou 12 ans avant, j'étais en retard sur tous mes camarades. Et donc, pour le faire, j'ai dépensé 2 fois, 3 fois plus d'énergie que les autres. Quand les autres allaient s'entraîner 2 heures, je m'entraînais 4 heures euh, parce que j'avais du retard et que j'avais psychologiquement l'envie de rattraper ce retard et que voilà. Et Mmh. donc, je te disais, ça m'a poussé vers le monde de l'action, vers le monde du yang. Donc, c'est l'armée, Légion étrangère, service action, forces spéciales. Et puis, les forces spéciales, elles m'ont amené à, tu vois, j'ai découvert dans le monde des forces spéciales un monde, pour moi, le symbole du Tao, il leur va parfaitement bien, en fait. C'est pas le symbole qu'ils utilisent, mais ils pourraient les représenter, parce qu'en fait, c'est des équipes, alors à mon époque, ce n'était que des hommes, euh, et c'était des hommes qui étaient à l'aise avec leur yin et à l'aise avec leur yang. C'est-à-dire, oui, ils étaient très yang, très, très dans l'action, etc. Et en même temps, pour la première fois, moi, j'ai vu pleurer des hommes dans les forces spéciales. Et au Mmh. départ, ça a été violent pour moi. Même j'avais envie de leur dire, mais les gars, arrêtez de pleurer, là, vous allez me mettre vous allez me faire pleurer moi aussi, quoi. Et, et toutes les blessures, tout ce que j'avais refoulé depuis toujours, là, ça arrivait à fleur de peau. Et j'ai découvert, et pourtant je me suis dit, mais ces gars, c'est pas des femmelettes. Ils sont Mmh. super talentueux, ils sont super bons en plein de choses, j'apprécie qui ils sont. Et en fait, j'ai pris conscience ce jour-là que, en fait, la vraie force, elle n'est pas là. Elle est pas seulement là. Elle est dans l'alignement de tout, dans la justesse, dans l'équilibre et dans l'acceptation de toutes ses parts.
Et l'être humain, il a du yin et il a du yang. Et je trouve que voilà, dans les forces spéciales, le début de mon cheminement, il commence à leur contact. Et ils m'ont appris beaucoup la première fois que je les ai vus pleurer. Ça m'a d'abord choqué et j'ai trouvé ça impudique de leur part. Et puis, j'ai accepté d'aller regarder de quoi ça parlait en moi. Et ça a commencé à me faire évoluer. Voilà. Et puis après, je quitte l'armée, j'arrive dans un monde de l'entreprise où je ne connais pas les codes et je me retrouve à 40 ans, un peu passé, au comité de direction d'une très grande entreprise de 20 000 salariés. Mais je suis un tout petit bébé dans le monde de l'entreprise parce que je ne connais rien à l'entreprise, je ne connais pas ses us et coutumes. Et donc là, je commets des erreurs, j'encaisse des coups, je découvre que ceux qui me caressent dans le dos sont parfois ceux qui me poignardent en même temps. Enfin, je découvre un nouvel environnement. Hmm. Quelque chose qui était différent pour le militaire que j'avais été, parce que tu connais comme moi l'importance de la fraternité d'armes. Quand on est à l'armée, on n'a pas peur on n'a pas peur du combat, on n'a pas peur de la menace. Mais la menace, on a l'habitude de s'y confronter à l'extérieur. Quand je suis arrivé dans le monde de l'entreprise, j'ai découvert qu'il y avait aussi pas mal de menaces à l'intérieur de mon environnement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans mon métier de coach, je les accompagne là-dessus en disant, mais comment vous voulez être performant si vous tolérez que les gens soient obligés de se mettre en sécurité entre eux dans votre organisation, à se protéger les uns des autres? Vous ne pourrez jamais devenir une équipe cohésive et performante. Donc, l'entreprise, elle continue, si tu veux, de m'amener à aller regarder à l'intérieur de moi, parce que je sens qu'il y a des choses qui grippent parfois, et j'essaie d'aller regarder en moi. Et puis, quand, au bout de pas mal d'années, il y a 9 ans maintenant, je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat et puis de monter un cabinet qui accompagne les entreprises en transformation, je me forme au coaching d'abord, et là, c'est une révélation, quoi. Le coaching, il m'apprend sur l'humain, il m'apprend sur moi. J'ai envie, du coup, après cette formation, j'ai envie de plonger, d'aller plus loin. Et donc, c'est comme ça, effectivement, que je rencontre l'approche centrée sur la personne et que je me forme pour devenir psychopraticien, même si je n'interviens pas comme psychopraticien aujourd'hui, mais je m'appuie sur cette expérience-là qui m'a permis de mieux comprendre encore le fonctionnement de la personne et de voir combien, finalement, dans la relation à l'autre, en fait, on a toutes les clés pour bloquer ou pour ouvrir la relation. Donc, Hmm. tu vois, voilà, il n'y a pas un moment particulier, mais il y a des étapes de vie, un cheminement qui fait que à un moment, ça va s'ouvrir de plus en plus vers la réconciliation en fait du yin et du yang. Waouh, magnifique. Si je me permets de reformuler, je crois que là, on voit toute l'importance d'aller explorer son monde intérieur pour finalement peut-être mieux faire face dans ce qui nous arrive dans le monde extérieur. Euh, alors, tu nous as parlé d'environnement qui a fait que tu t'es décidé, tu t'es mis en responsabilité, que tu as commencé à passer à l'action. Donc, tu as mis en place des comportements très particuliers, des drills hein, de cet entraînement. On a vu aussi la notion de mindset, très important pour aller vers tes objectifs. Et tu as mis donc des stratégies intérieures très particulières au service finalement de tes objectifs extérieurs et les résultats que tu voulais atteindre. Et tu as commencé sans doute à changer ton mindset petit à petit au cours des réalisations. Certainement, tu as renforcé tes croyances, tu as certainement un petit peu retiré les croyances, je vais dire, limitantes pour aller vers quelque chose de plus militant, hein, et que ça t'a amené même vers du militaire. Et en fait, ça me fait penser vraiment à ces niveaux logiques de la pyramide de Diels où l'être humain voilà, c'est une structure, on part de l'environnement, on monte. Et alors, tu m'as partagé hier en préparant la masterclass que c'est une anecdote sur laquelle j'ai envie de te lancer et qui va nous faire permettre de faire le pont. C'est qu'à un certain moment, tu t'es rendu compte que, puisqu'ici on parle beaucoup de relations, on parle de relations à soi, à l'individu, soit avec soi, parce que c'est toujours ça le principe, soit avec soi. Et puis à un moment, ben, il y a aussi rentrer en relation avec les autres. Tu en as déjà abordé une partie. Et donc ben, là, j'avais envie de t'amener sur cette anecdote que tes équipiers forces spéciales, euh, il leur manquait quelque chose. Et ça va nous permettre alors après une fois que tu nous as expliqué ça, de partir sur la relation. Et je voudrais bien que tu développes sur, OK, est-ce que la résilience, on peut la mettre au service d'un groupe? Et comment y a-t-il un lien entre sa résilience individuelle, personnelle, vers celle du groupe? Ah, donc Oui, voilà, je te propose de partir sur l'anecdote. ok. Et qu'est-ce qui leur manquait à ces fameux gaillards? Alors, c'est vrai que je te le disais tout à l'heure,
quand je fais à l'âge de 12 ans ce choix qui va m'amener un peu vers des choses un peu extrêmes, euh, je deviens un peu petit à petit une forme de, un peu, je me mets à fonctionner de plus en plus comme une machine, quoi. Et, euh, et là c'est du yang pur pendant quelques années. Et à la Légion étrangère, bah, ça tombe bien. C'est plutôt un environnement où le yang s'exprime assez naturellement. Ensuite, j'arrive au service action. Bah, voilà, tu conduis des actions dans la clandestinité, tu es agent secret, tu travailles tout le temps tout seul. Et quand tu travailles en équipe, de toute façon, il n'y a même pas, il y a aucun contact entre les membres de l'équipe, aucun contact physique. Parce que pour éviter, dans l'éventualité où l'un d'entre eux soit arrêté, qu'ils puissent dévoiler l'identité et la localisation des autres. Donc tu vis tout le temps seul comme un animal sauvage qui a l'air d'être civil, qui baigne dans le milieu, mais tu es aux aguets en permanence. Et donc, moi, après le service action, je rejoins les forces spéciales et de manière un peu atypique, voilà, mais je me donne les moyens de les rejoindre. Et effectivement, ils me recrutent parce qu'ils se disent waouh, ce mec-là, il a un CV incroyable, il sait faire 3 milliards de trucs, il est déjà tout jeune et décoré de la Légion d'honneur, il a fait des choses extraordinaires, ok. Mais mes équipes, donc au départ, je suis intégré très facilement, et puis assez vite, en fait, mes équipes me disent un jour, bah, en fait, on ne sait pas vraiment qui tu es. Ok, tu es talentueux, tu as plein de savoir-faire, tu sais faire des trucs dingues. Ok, tu as toujours plein d'idées, mais en fait, tu montres pas grand-chose de toi, quoi. Et en fait, ce qui leur manquait, c'était la relation. C'était le lien, c'est que j'ouvre un peu de la carapace, que j'enlève un peu de l'armure et des masques que je portais pour qu'on puisse commencer à se rencontrer. Et effectivement, tu vois, il y a les travaux d'une auteure québécoise que j'aime beaucoup, Colette Portelance, qui ont montré que ce qui permet de passer d'un collectif d'individus à une équipe, c'est le lien, c'est la relation. S'il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'équipe. Il y a un collectif d'individus qui interagissent entre eux, qui font des trucs, mais ce n'est pas une équipe. Le premier élément constitutif de l'équipe, c'est le lien, c'est la relation. Et en fait, à ces gars-là, ben, c'est ça qui leur manquait. Tu vois, quand je te disais tout à l'heure, j'ai appris énormément à leur contact. Ben, j'ai aussi appris ça, en fait. Que, en tant que leader, ou qu'être humain, membre de l'équipe, parce que ça aurait été pareil si je n'avais pas été le leader, mais c'était encore plus important en tant que leader, pour qu'ils puissent me suivre, ben, j'avais besoin de montrer qui j'étais. Et tu parlais de Simon Sinek tout à l'heure, c'est lui qui dit, les gens ne vous suivent pas pour ce que vous faites. Mm. Les gens vous suivent pour le pourquoi vous le faites. Et quand tu partages ton pourquoi, tu es en train de dire qui tu es, tu es en train de parler de toi. Et là, je décide si, ouais, j'ai envie de te suivre ou pas. Ça change tout. Magnifique. Donc, tu as été Et nous rejoindre les deux étages de identité et vision. Et finalement, un peu ces trois V que j'apprécie quand on parle de leader d'une certaine manière, avec cette posture verticale, et puis cette vision et cette voix. On donne son pourquoi, on donne sa vision vers où on va, et aussi on la voit avec la voix, la parole, commandée hein, à la parole, et puis aussi la voix plus symbolique avec VOIE. Euh, et ouais, donc l'identité qui te fait aussi que pourtant cette entité très esprit de corps, où d'ailleurs hein, la devise c'est qui ose gagne, ce que tu incarnes pleinement, complètement, et il leur manquait cette partie qui fait que la relation y est pas totalement. Et, euh, et forcément, quand on la crée, peut-être qu'on va vers un certain niveau de performance. Là, j'ai envie qu'on parte faire le comment on améliore sa résilience, en fait, puisque c'est beaucoup en lien avec une certaine forme d'agilité, une forme peut-être de capacité à rebondir, etc. Comment est-ce qu'un leader, par exemple, et comment est-ce qu'on fait dans tout notre parcours, on va dire, pour rebondir avec un groupe et en tant que leader? je crois que la première chose, pour rebondir et pour faire preuve de résilience, je crois que la première chose, d'abord, c'est vraiment d'aller reconnaître sa blessure. Ok. Tu sais, souvent dans les situations traumatiques, l'une des sources du trauma, c'est en fait la non-reconnaissance par les autres, qui vient rajouter de la souffrance sur la blessure.
Ouais, tu vas pas en faire toute une histoire. Il y a ça souvent dans les histoires d'inceste familiaux, tu vois, où euh, l'environnement dit, essaie de minimiser, quoi. Voilà. Donc, mais parfois on fait la même chose nous-mêmes envers nous, où en fait on cherche à nier ou à minimiser ce qu'on a vécu, ou on met un couvercle, on ne veut pas le voir. Et donc je crois que pour pouvoir faire preuve de résilience, tant que tu mets un couvercle sur ta souffrance, tu ne pourras jamais la transformer. Au Mm. contraire, tu es en train d'en faire une cocotte minute qui est en train de prendre de plus en plus de place et tu essaies de la contenir, mais un jour, elle va exploser. Et si elle n'explose pas, elle va imploser à l'intérieur. On dit en coaching que tout ce qui ne s'exprime pas par la parole s'imprime. Et ça s'imprime dans le Mm. corps. Ça sera un ulcère, c'est un psoriasis, ça sera un lumbago, ça sera un cancer, ça sera je ne sais pas quoi. Donc je crois que la première étape pour faire preuve de résilience, c'est reconnaître, reconnaître sa souffrance. Ensuite, moi, je crois qu'il y a besoin d'aller vraiment prendre sa part blessée et d'en prendre soin en fait, comme une mère aimante prendrait soin de son enfant, au lieu de se dire parfois ces parts blessées, on veut plus les voir, on veut pas les regarder parce qu'on n'en est pas fier ou qu'on les trouve pas valorisantes et en fait on rajoute encore du jugement sur tout ça. Non, non, non. Reconnais ta blessure, reconnais ta souffrance et viens prendre cette part blessée. Ton enfant intérieur blessé, viens le prendre dans les bras. Ou c'est l'adulte qui a été blessé, ben viens prendre cette part-là dans les bras. Ensuite, je crois que l'important, c'est de laisser faire le cheminement du deuil qu'avait mis au point, euh, oui, Elisabeth Kubler-Ross, hein. Voilà, toutes ces phases du deuil où, que tu vas traverser ben, face à la blessure. Il y a besoin de se donner du temps, voilà, pour pouvoir traverser ça. Et peut-être il y aura du déni d'abord, donc je mets du couvert, je ne veux pas le voir. Après, il y a une forme de marchandage, ok, mais seulement si cela. Et puis au bout d'un moment, peut-être tu vas traverser la colère. Et il y a un moment où tu vas toucher la phase de dépression. Ben, en fait, c'est bon signe. C'est-à-dire que tu es en train d'avancer sur ta courbe du deuil. Euh, et là, ben, l'important, c'est de prendre soin de soi. Là aussi, l'environnement est important. Si les gens te disent ouais, arrête de nous faire tout le temps ton Calimero, blablabla, ils t'enfoncent un peu plus dans cette phase. Si au contraire, l'environnement est juste soutenant en te disant je suis là, juste si tu peux prendre la personne dans les bras, juste mettre ta main dans ta main, juste la regarder dans les yeux et un sourire, dans le silence, tais-toi, mais juste laissez-vous traverser par un instant d'humanité. Rien que ça, c'est déjà soutenant. Rien que ça aide la personne à continuer à avancer. Et Mm. puis, une fois que ça c'est fait, alors je crois que l'important, c'est d'arrêter de regarder vers le passé. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai expérimenté plein de fois. Et c'est ce à quoi j'invite les personnes que j'accompagne dans les cas où il y a ce besoin. Euh, on a un ami commun qui est Martin Latulippe, grand coach québécois, qui dit une phrase qui, moi, me parle énormément. Il dit change d'histoire et tu changes de trajectoire. Mm. Ben, en effet, tu peux regarder, regarder, regarder et ressasser inlassablement le passé, mais ben, du coup, tu continues de le revivre. C'est la raison pour laquelle, et je dis ça avec beaucoup, beaucoup d'humilité et de prudence, je veux juger personne, mais aujourd'hui, on est à l'ère des thérapies brèves, des thérapies courtes. Quand tu rentres en psychanalyse et que tu pars pour 12 ans de psychanalyse, j'ai envie de dire qu'il y a un moment, c'est pas possible, quoi. Quand tu as répété 150 fois les mêmes trucs, bah, ok, et tant pis, je vais faire hurler les psychanalystes, mais je trouve que c'est d'une autre époque. Et Freud a apporté des éclairages extraordinaires, comme Jung, comme tous les autres derrière. Puis depuis, le courant de la psychologie positive, comme Rogers et d'autres, ont amené plein d'autres clés et avec d'autres techniques qui permettent une fois qu'on a vu se passer, une fois qu'on l'a accueilli, une fois qu'on a laissé se vivre dans l'acceptation les différentes phases du deuil, maintenant c'est le moment de commencer à projeter son regard sur autre chose. Et tu sais, comment on le sait dans tous les sports de vitesse, que ce soit des sports de glisse ou des sports mécaniques, c'est le regard qui détermine la trajectoire. Si tu regardes en permanence l'obstacle, tu finis tout le temps dans l'obstacle. Et donc, quand tu continues de répéter, de ressasser les mêmes trucs, tu es tout le temps dedans, tout le temps, tout le temps. Et ça s'active. Et c'est ça que revit la part de toi blessée. Et donc, il y a un moment, c'est important d'en avoir pris soin et de maintenant de chercher le point de sortie et de changer de regard.
Et tu vois, dans mon cas, bah, je peux continuer de me dire j'étais un enfant malheureux, j'ai pas eu ceci, j'ai pas eu cela, en plus mon père était comme ci, comme ça, gna gna gna. Ou je peux me dire, ben, en fait, cette enfance-là, aujourd'hui avec le recul, elle a été comme un cadeau qui m'a permis de faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Et tu as dit, tu parlais tout à l'heure tu disais, on recrute des gens ordinaires pour leur faire faire des choses extraordinaires. Ça m'a touché parce que j'ai un livre qui est bientôt terminé, qui racontera voilà, mon parcours. Et le titre, pour le moment, est l'itinéraire extraordinaire d'un enfant ordinaire. Et donc, ben, je crois que l'enfant que j'étais, il serait pas devenu, il n'aurait pas eu ce parcours extraordinaire, peut-être si j'avais pas eu cette blessure originelle, tu vois. Donc, en fait, à ce moment-là, tu changes de perception, tu changes ta représentation de la situation, donc ta représentation du monde, et du coup, les pensées que ça génère sont plus les mêmes, la chimie que ça produit dans le corps n'est plus la même, et là, je suis en train d'avancer vers du meilleur, sans nier ce que j'ai vécu. C'est pas de ça dont je parle, sans rien nier. Mais maintenant, il n'y a plus à le ressasser pour la 850e fois. C'est bon, je l'ai compris, et c'est passé. C'est en moi, j'ai la cicatrice, je peux la voir quand je la regarde, mais c'est plus une plaie béante. Sinon, toute ma vie, je garde des plaies béantes. Et en fait, heureusement, le corps humain, il est bien fait, que quand on se blesse, ça cicatrise. Donc voilà ce que, modestement, et sur le fruit de ma propre expérience, je peux te partager sur comment faire preuve faire preuve de résilience. Magnifique. On est déjà impatient de découvrir ton livre, évidemment. Et quand j'entends tout ce que tu nous dis, tu fais un trait d'union aussi, toi qui aime faire les liens et la relation entre finalement des cadres et des aspects qui sont plus de l'ordre du thérapeutique, du psychologique, du monde psychiatre, psychothérapeute, et puis aussi le monde du coaching. Donc tu nous as parlé de reconnaître sa fragilité, de reconnaître ses vulnérabilités, d'être en humilité, mettre un genou à terre et d'accepter tout ça, de se laisser traverser aussi, pour finalement aussi aller vers plus de performance en partant du présent, aller vers quelque chose qui est plus orienté futur, avec un terme d'objectif, euh, tout en mettant toujours en lien le monde intérieur avec le monde extérieur et finalement un reflet de son monde intérieur. Et ça me fait penser également que tu parles beaucoup de présence, être là pour l'autre, en écoute, en partage et aussi en communication. Et là, on est sur la communication à l'autre, mais aussi, je reviens vers le monde intérieur une fois de plus, la communication intérieure avec euh, le dialogue interne, avec la capacité de se raconter les choses d'une autre manière, de changer d'histoire, de changer la façon dont tu vis les choses, change les choses. Donc finalement, c'est aussi, OK, ce qui m'arrive, c'est pas le plus important, c'est qu'est-ce que j'en fais et comment je transforme ça, comment je le perçois en fait, cette notion de perception, le pouvoir des représentations. Et je sais qu'il y a un pénéliste en toi aussi. On en profite pour faire un petit salut à Michel Wozniak. Euh, et donc forcément, là, j'ai envie de t'emmener avec tout ça, puisqu'on est passé OK, je dois prendre soin de cette blessure intérieure pour aller plus en performance, mettre cette performance au service des autres, du groupe, du collectif. Là, on a évolué aussi sur ton parcours, les mondes d'action et puis on passe dans le monde civil, l'entrepreneuriat avec les entreprises, et puis bah, toute cette casquette coaching, thérapie. Euh, Est-ce qu'avec tout ce package, toi, tu as des trucs et astuces, bah, je vais te dire plutôt pour être préventif dans une journée, parce que on le sait, voilà, monde de l'information, on est pollué par des choses parfois très toxiques, il y a beaucoup de choses qui arrivent, c'est super chouette parce que la technologie est juste incroyable, donc on a accès à une multitude de choses. Et qu'est-ce qui, toi, dans ton quotidien, tu appliques ou quelles seraient tes recommandations ou que tu fais parfois, je suppose, avec Synergy Co, vers tes clients, pour dire, OK, voilà, ça, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être appliquer préventivement, d'une certaine manière, par rapport à tout ce stress VUCA qui est dans notre environnement. Peut-être, et quelque chose que moi je fais depuis plus de 10 ans maintenant. Moi, je me suis coupé de l'information traditionnelle depuis 10 ans j'en avais marre en fait d'être abreuvé en permanence de noirceur et de tout ce qui dysfonctionne dans le monde. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas qu'il y a du dysfonctionnement.
J'ai vécu la guerre pendant 18 ans. J'étais sur tous les théâtres d'opération qui ont eu lieu pendant ces 18 années-là. Je crois que il y en a, à mon avis, je les ai quasiment tous faits. Donc, je sais ce que c'est que l'horreur humaine, je sais ce que c'est que la violence, je sais tout ça. Je sais aussi qu'il y a des crises économiques, je sais aussi qu'il y a des... on a été élevé dans l'esprit du choc pétrolier, donc depuis gamin, nous, on a vécu avec tout ça. OK, mais ce que je sais aussi, c'est que ce vers quoi je porte mon regard, c'est ce que je crée aussi en moi. Et donc aujourd'hui, ben, j'ai envie de choisir. Donc ben, moi, j'ai plus envie. Voilà, j'ai coupé. J'ai plus envie de toute façon, l'information utile, elle vient toujours à moi. Et puis on est tellement dans un monde d'hypercommunication que tu es au courant de tout, dans le taxi, sur l'abri de bus, sur un kiosque à journaux, les titres. Donc tu sais tout. Et puis les gens parlent autour de nous. Bon, donc, peut-être de choisir justement ce sur quoi on porte son regard. Voilà. Est-ce que j'ai envie de regarder tout ce qui dysfonctionne ou est-ce que j'ai envie de me préserver un peu et de regarder ce qui fonctionne? Et puis en équipe en particulier, d'arrêter de regarder l'obstacle, quoi. À un moment, OK, on a identifié l'obstacle, OK, on le regarde, il est cerné. Maintenant, ce qu'on cherche tout de suite, c'est le point de sortie. Et on arrête de focaliser là-dessus, on cherche le point de sortie. Et le truc miraculeux, c'est quand tu le cherches, tu en trouves Tu trouves. toujours un. Ce que tu ne trouves pas, c'est le point idéal. Ah, tu cherches, tu attends indéfiniment le truc idéal. Non, mais celui-là, tu mourras, que tu ne l'auras peut-être pas trouvé. Donc, cherche pas l'idéal. Les Navy SEALs avaient une expression, ils disaient, il faut sortir du X. Quand tu es sur la zone brûlante, là, tu es pris à partie, etc. C'est pas le moment de chercher le truc idéal. Là, il faut sortir du X. C'est cette zone où tu es sous tension, là. Il faut en sortir tout de suite. Et donc, pour ça, ben, il faut trouver le point de sortie. Et donc, très vite, on prend le point de sortie, on y va. Après, on débriefera, on tirera les enseignements ensemble pour faire encore mieux la première fois, la prochaine fois. Donc, ouais, pour moi, faire preuve de résilience et surtout en équipe, ben, c'est choisir où on porte son regard, c'est c'est apprendre à écouter aussi, parce qu'en fait, souvent, on s'enferme dans le je suis seul au monde, en fait. Et d'ailleurs, c'est le piège des leaders. À l'armée, on parlait de la solitude du commandement. En entreprise, il y a la même solitude du management. Mais nous, on enseigne à tous les leaders qu'on accompagne à sortir absolument de ça. Et parfois, il y a des choses que tu ne peux pas partager avec tes équipes. Alors, il faut te mettre au contact de tes pairs, PAIRS, ou de groupes de coaching, comme ce qu'on propose dans des cercles de dirigeants, où là, tu peux partager avec d'autres pour sortir de cette solitude. Tirer les enseignements, ben oui, en permanence, regarder qu'est-ce qui a bien fonctionné, dysfonctionné, et sans se flageller, sans s'en rajouter, mais juste poser la question, OK, et si c'était à refaire, qu'est-ce qu'on ferait de différent Hmm. pour que ça se passe encore mieux la prochaine fois? Et là, tu t'inscris dans un cercle, dans une boucle apprenante qui devient extrêmement vertueuse et individuellement et collectivement, où les choses s'améliorent. Voilà, ce qui me vient naturellement, il y aurait sûrement plein d'autres choses, mais spontanément, voilà. Magnifique. Et on voit ici toute l'importance du feedback pour avoir une boucle de rétro-ajustement, de pouvoir petit à petit en permanence mieux fonctionner. Finalement, c'est un petit peu toute l'utilité du coach, de renvoyer une sorte de miroir et de pouvoir se voir tel le coach euh, pour tout ce qui est physique et pour les sportifs de haut niveau qui va pouvoir dire, OK, regarde-toi dans le miroir, regarde comment tu fais le mouvement, etc. Et dire, OK, qu'est-ce que tu en penses? Et poser les bonnes questions. Le coach mental, finalement, va faire de même, va renvoyer par la reformulation et par un certain feedback un reflet de tiens, ok, comment est-ce que tu fonctionnes, quels sont tes mécanismes de pensée, quelles sont tes stratégies, etc. D'où l'intérêt d'avoir de plus en plus de coachs agile coach ou agile en entreprise et dans n'importe quelle organisation aussi, et certainement dans les armées. Je crois que c'est de plus en plus le cas, on le voit notamment à l'armée américaine, dans les armées de l'OTAN et beaucoup d'approches en phase de développement. Je pense notamment aux techniques d'optimisation de potentiel, tout ce qui est en lien aussi avec les techniques de respiration, de cohérence cardiaque, etc., technique Wim Hof, plein de choses. Euh, et donc là, j'en arrive à la phase, je me dis, ben, c'est bien d'exprimer, de changer, pourquoi aussi on n'expérimenterait pas, hein. Une des forces à l'armée, c'est de faire vivre des expériences. Là, on a envie de vous emmener, de dire, OK, pratiquons ensemble, échangeons. Bah, OK, on s'écoute, on partage, et puis là, bah, peut-être se connecter un peu plus, plutôt moins tête à tête, mais plus cœur à cœur. Et on a envie de vous proposer quelque chose qui sera plus de l'ordre de, OK, si je vis un stress,
ou après le stress, comment je fais pour peut-être me reconnecter un peu plus à moi-même. Et là, j'ai envie d'inviter Olivier à nous guider un peu dans ce moment de stop, de se taire et observer patiemment et de nous laisser porter par ce qui l'anime dans le moment. Ok, super. Bah, écoute, avec plaisir, Phil. Et je viens de noter l'heure, là, le timing, puisque ce que j'ai envie ce qu'on s'est dit qu'on allait leur proposer, c'est une petite technique. Alors, ça fait partie des techniques d'optimisation du potentiel qu'utilisent de plus en plus de forces armées, notamment les forces spéciales en particulier, mais pas que. Un petit exercice de relaxation qui peut être utilisé à tout moment de la journée avant d'entrer dans une réunion difficile ou bien pour gérer. Je sors d'une réunion difficile ou d'un entretien difficile et je me sens envahi par une émotion négative et j'ai besoin d'en sortir pour pas renvoyer ça à mes équipes. Ben ok, je peux me prendre 5 minutes et faire cette expérience. Et donc, on va la vivre ensemble et on verra ce que ça produit ou pas. Donc, ce que je vous propose, ben, c'est de vous asseoir confortablement. Voilà, posez ce que vous avez entre les mains, sur les genoux, peu importe. Voilà, vous posez tout ça, vous asseyez confortablement, vous appuyez votre dos sur le dossier de votre chaise ou de votre fauteuil. Et puis, je vais vous proposer de fermer les yeux. C'est plus facile de s'intérioriser quand on ferme les yeux et de commencer à centrer votre attention sur votre respiration. Soyez attentif à l'air qui entre et qui sort par vos narines et au trajet de l'air dans votre corps. À l'inspiration, vous sentez les poumons se gonfler, le ventre se gonfler. À l'expiration, le ventre se vide, les poumons se vident et l'air sort. À chaque inspiration, c'est l'air neuf qui rentre en vous. Cet air, il vous régénère. Il rapporte en vous de la paix, de la sérénité, de la tranquillité, de la sécurité, du bien-être. À chaque expiration, c'est l'air vicié qui sort de votre corps et qui évacue toutes les tensions. Vos épaules se relâchent, votre corps est détendu. Et je vais vous proposer maintenant de visualiser un objet familier ou un lieu que vous connaissez et qui vous procure de l'apaisement, de la détente, du bien-être. Voilà, ça peut être un objet familier auquel vous êtes particulièrement sensible et qui vous met dans cet état de bien-être, ou un lieu ressource pour vous, un lieu que vous aimez, peut-être une image qui vient spontanément. Et je vous propose d'agrandir l'image. Mettez-y de la lumière, essayez d'avoir le maximum de couleurs. Et regardez voilà, cette image en l'agrandissant le plus possible pour la voir vraiment en grand et le plus distinctement possible pour vous. Il y a peut-être des détails que vous observez, aussi la vision d'ensemble. Qu'est-ce que vous voyez? Comment c'est? Peut-être vous entendez aussi des sons. Il y a peut-être des sons associés à cette image. Ça peut être des voix, des bruits, des musiques, des bruits naturels comme le bruit du vent, de la pluie, je ne sais pas. Soyez attentifs aux sons associés à cette image. Peut-être vous avez des odeurs aussi qui vous viennent, un peu comme la Madeleine de Proust. Voilà, il y a des odeurs qui sont associées à des lieux ou des objets familiers. Et soyez attentifs à ces odeurs, si elles viennent.
peut-être des goûts aussi. Vous sentez quelque chose associé à cette image, quelque chose qui a du goût en vous. Et soyez attentif à tous vos ressentis dans votre corps. Et laissez-vous vraiment pleinement habiter par la sensation agréable que procure cette image. De la paix, de la sérénité, de la tranquillité, du bien-être, de la joie. Et faites-la circuler, cette sensation, dans votre corps. Elle envahit le cœur, elle passe dans tous les membres, elle circule. Elle prend de la place de plus en plus, ça monte, voilà, faites monter ce ressenti, ça monte, ça monte, ça monte. C'est ancré en vous. Ça y est. Maintenant, vous avez cette sensation associée à cette image ancrée en vous. Vous pourrez la réutiliser chaque fois que vous en aurez besoin. Avant un moment difficile ou que vous pressentez difficile, ou après, vous pourrez revenir à cet ancrage et ressentir les mêmes sensations. Juste avant de terminer, je vais vous proposer de prendre 3 profondes respirations. Vous allez prendre une profonde inspiration le plus longtemps possible. Vous inspirez, inspirez, inspirez. Quand vous serez au bout, vous bloquez et vous expirez en souriant. Et vous expirez profondément. À nouveau, vous allez inspirer le plus longuement possible. Inspirez, 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 inspirez le plus longuement possible. Puis vous bloquerez quand vous êtes au bout, 2 secondes. Et en souriant, vous expirez. Et une dernière fois, vous inspirez profondément le plus longtemps possible. Quand vous serez au bout, vous bloquez 2 secondes. Et ensuite, en souriant, vous expirez profondément et en relâchant les épaules. Et quand c'est votre moment, à votre rythme, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Voilà, et je vous invite vraiment à prendre quelques secondes pour ressentir comment vous êtes là, ici et maintenant. Est-ce qu'il y a du changement par rapport à tout à l'heure? Ou est-ce que c'est pareil? S'il y a du changement, ben génial. S'il n'y a pas de changement, c'est OK aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais. Juste qu'il faut pratiquer encore un petit peu pour que ça devienne de plus en plus facile. Et j'ai envie de vous demander, voilà, de vous poser la question, ben dans quelle situation vous pourriez vous offrir ces moments ces quelques minutes, voilà, privilégiées. Ça a pris 5 minutes 30, voilà, cette phase de relaxation. Dans quelle situation vous pourriez vous offrir ces minutes pour revenir au contact de votre pouvoir intérieur et puis pour gérer efficacement une émotion envahissante face à une situation extérieure, que ce soit vous allez rentrer dans une situation que vous pressentez difficile ou au contraire, vous venez d'en sortir et vous avez envie euh, de la transformer. Voilà, je suis curieux de savoir quand vous allez la mettre en pratique tout prochainement. Merci Olivier. Merci. Gratitude pour cette connexion et pour ce moment de pause. Euh, la respiration, c'est en permanence présent avec nous. Vous l'avez tout le temps avec vous. Vous pouvez l'expérimenter, s'accorder ce temps, prendre du temps pour soi. Finalement, c'est peut-être un des meilleurs tips, astuces pour être soit préventif, soit curatif par rapport au stress. Et pour te partager, Olivier, pour ma part, c'est un grand sentiment d'apaisement, de joie intérieure qui m'envahit, qui m'anime et que je vous diffuse à tous. Et oui, on est curieux de voir ce que vous avez ressenti. Donc, allez-y, faites-vous plaisir, mettez des commentaires en bas de vidéo pour dire ce que vous avez aussi envie peut-être de diffuser. Euh, Après avoir vécu une expérience comme ça, il y a aussi un engagement à passer à l'action. Eh bien, c'est déjà un premier pas, hein. Quand on parle de plus petits pas possibles en coaching, bah, c'est déjà ça. Pourquoi pas de mettre une intention dans les commentaires pour diffuser ça vers toute la communauté qui pourra euh, avoir la joie, le plaisir de regarder cette vidéo. Et en tout cas, moi, c'est ce que je vous transmets à tous, beaucoup d'apaisement et surtout, peut-être pour certains managers, de planifier des petits moments comme ça dans leur agenda où ça leur permet de revenir à eux-mêmes pour ensuite être plus performants, efficaces ou simplement plus sereins
dans un meilleur bien-être. Magnifique. Moi, j'ai envie, après cette belle expérimentation, Olivier, de t'emmener vers, ben voilà, si on veut aller plus loin, parce qu'ici, tout doucement, on arrive à la fin de notre temps de partage. Ça a filé comme un train. Et bah voilà, si on veut aller plus loin avec toute cette approche, comment peut-être développer un peu plus sa résilience et mettre tout ça au service d'une performance plutôt collective, comment est-ce qu'on peut te joindre? Quels sont les services que tu proposes avec Synergy Co? Je, je dis déjà, allez sur le site Synergy Co parce que de toute façon, ce sera mis dans les commentaires. Vous avez déjà un présent magnifique de Olivier qui nous offre un e-book en attendant la sortie du livre, qu'on est déjà curieux de découvrir. Et voilà, qu'est-ce que tu offres en fait? Quels étaient tes services que tu pourrais nous partager si des gens sont intéressés? Bah, le cabinet, il accompagne essentiellement des organisations humaines, donc des équipes, vers la réconciliation vraiment de l'humain et de la performance. Tu vois. Moi, l'humain, si c'est juste pour être bisounours, mais qu'il n'y a pas un objectif de résultat, je me sens moins emballé. Et si on vise que le résultat, mais en bottant le cul des collaborateurs, ça m'intéresse encore moins. Donc voilà, c'est la ligne. Pardon, j'ai dit un gros mot. Et tu pourrais couper au montage, mais j'assume. Euh, et, euh, et donc, voilà, ça c'est le fil rouge du cabinet. Donc, on fait des parcours de formation manager, de manager. On ne fait pas de petites formations courtes comme ça, on fait des parcours sur plusieurs journées où on accompagne le manager et il y a vraiment un avant et un après, en fait, parce qu'ils sont accompagnés sur tous les rôles. Nous, on considère qu'il y a 4 rôles du manager. On les accompagne sur ces 4 rôles. On leur fait faire ce chemin d'intérieur et d'extérieur pendant ces parcours. Et les retours qu'on a sur le site, il y a quelques témoignages de dirigeants qui nous disent que pour leurs équipes, ça a été des parcours transformants, en fait. Mm. Voilà. Donc on fait ça, on fait du coaching aussi de managers. Moi aujourd'hui, je suis plus concentré sur les dirigeants. J'accompagne beaucoup de dirigeants parce que mon temps, je ne peux plus, voilà, je peux pas tout faire. Et puis j'ai une activité de conférencier aussi un peu en marge de tout ça. Mais voilà, tout ça est décrit sur le site et bon, il y aura les coordonnées. Et avec, il y a une adresse de contact hein, qui est sur la page contact du site. Et je reçois régulièrement des gens qui ne nous connaissent pas, qui ne viennent pas par nos clients. La plupart de nos clients viennent par nos clients. Puis on en a d'autres qui ont vu une vidéo, qui ont entendu le nom, ils ont googlisé. Et du coup, ils passent par la page contact. Donc ça marche aussi très bien. Mais alors, je serais ravi de prendre du temps avec vous pour voir de quelle manière on peut ou pas vous accompagner. Et si c'est pas, je le dirai honnêtement aussi. Magnifique. On pas de, euh, on vend pas de miracle ou de recettes magiques. Tout commence par soi. Et, mais en revanche, on vend une authenticité, voilà, de présence dans la manière d'accompagner tous ceux qui nous font l'honneur de faire appel à nous. Magnifique. Merci pour ce partage. Et je tiens à mentionner que le nom de l'e-book, le titre, c'est Redonner du sens à votre rôle de leader et développer des équipes performantes. Et évidemment, je suis sûr que tout ça se fait dans une optique de faire passer le manager et le leader vers une posture peut-être plus coach, plus ouverte, et que c'est pas des ou, c'est plutôt des et. Donc Fait. ça me donne l'élan aussi de me dire quelle est la suite en fait après tout ça. On est curieux et dans synergie, il y a si conditionnel et énergie. Et donc j'ai envie de vous dire si vous voulez peut-être améliorer vos énergies, allez, oser, c'est une autre action, un autre passage à l'engagement, aller vers le si. Et si je contactais, si j'osais passer, et qui ose gagne, comme on dit chez les forces spéciales. Donc, oser aller vers Olivier, aller vers Synergie. Euh, je pense que cette masterclass incarne pleinement le fait qu'on soit dans la résilience, qu'on ose. Je te remercie vraiment pour tes partages sincères, d'humilité. Je remercie aussi l'audience et j'avais envie de terminer ici par une citation pardon, de Boris Cyrulnik sur la résilience qui nous dit que le malheur n'est jamais pur, pas plus que le bonheur.
Un mot permet d'organiser notre manière de comprendre le mystère de ceux qui sont sortis, c'est celui de la résilience. Résilience qui désigne la capacité à réussir, à vivre, à se développer en dépit de l'adversité. Donc, sur cette phrase, j'ai envie de vous dire aussi, ben, mes services rapidement. J'ai plusieurs vies, plusieurs casquettes. La défense belge, elle recrute plus de 2500 personnes par an. Donc, que ce soit des militaires, des réservistes ou des civils. Donc ça, évidemment, vous pouvez aller sur le site 1000.be, ça sera mis dans les commentaires. Je suis très heureux de vous accueillir toujours à Bruxelles. Et puis, ben, aussi au sein de l'armée, je travaille au développement de tout ce qui est nouvelle culture d'entreprise pour remettre l'humain au centre, hein, le people-centric, et faire de cette organisation où il y a beaucoup d'êtres vivants, hein, derrière ces uniformes, et bien, cette organisation veut être plus efficace en remettant l'humain au centre et avoir des humains plus efficients. Et pour ça, c'est aller s'explorer intérieurement, prendre du temps pour soi et peut-être aller vers tout ce qui est coaching. euh, Parce que voilà, ça permet de se découvrir plus et de peut-être aller vers un certain bien-être, une certaine dose de performance. Ici, vous avez vu quelques approches. J'accompagne des civils, des militaires. Vous pouvez évidemment me contacter sur LinkedIn ou bien sur l'adresse mail qui sera mise dans les commentaires. Pour terminer et vous remercier vraiment de cette attention, je laisse le mot de la fin à notre invité, Olivier. Le floor is yours. D'abord, un grand merci à toi, Phil. Tu fais partie tu as vraiment un parcours atypique aussi et tu es une personnalité atypique. Pour moi, je fais partie de ces porteurs de lumière qui joignent des mondes et qui apportent la lumière un peu voilà, dans tous les endroits où ils vont. Il n'y a pas beaucoup de coachs à l'armée et de gens qui, comme toi, tu es en train tu es pas seul, mais tu fais partie de ceux qui ont eu cette impulsion d'amener l'armée belge à reconsidérer sa manière de fonctionner, sa manière de considérer l'humain, de les accompagner pour plus d'efficience, mais en passant aussi d'abord et avant tout par l'être humain. Donc un grand chapeau pour ta démarche, vraiment, hein, Merci. mais, c'est authentique. Et puis grand merci aussi aux auditeurs parce que je me rends compte que c'est très long. Mais voilà, donc j'espère que ça aura répondu à vos envies. Et tu me proposes le mot de la fin. Écoute, ce qui me vient, c'est, tu as parlé de présence, tiens, tout à l'heure. Moi, j'ai appris vraiment la présence avec l'approche centrée sur la personne, avoir une qualité de présence, parce qu'on considère que c'est la présence, la qualité de présence de l'accompagnant qui va faciliter ou pas le mouvement du client. Eh bien, cette présence, pour moi, elle est essentielle. Présence à soi, d'abord, présence à l'autre, évidemment, sinon il n'y a pas de relation. Et de jamais oublier que toute notre vie, en fait, elle se passe en permanence dans le présent, dans l'ici et maintenant. Je respire là maintenant. Si j'arrête de respirer, dans 3 4 minutes, je suis mort. Et pourtant, on passe l'essentiel de nos vies avec le mental, lui, dans le passé ou dans le futur, mais pas dans le présent. Et l'une des choses sur lesquelles on accompagne aussi beaucoup les managers, les leaders et les dirigeants, c'est à revenir dans l'ici et maintenant. On revient à être 100% présent, parce que ça, tous les sportifs de haut niveau le savent. Pour avoir le geste parfait, tu dois être 100% dans la présence. Si tu es avant ou après, bah, tu n'es pas dedans et il va manquer quelque chose. La puissance, elle vient aussi de cette qualité à revenir dans l'instant présent. Voilà ce qui me vient comme mot de la fin. Un grand, grand merci à toi, Phil, et merci à tous nos auditeurs. J'espère que ça aura répondu à leurs envies et que ça pourra les inspirer. Voilà. Croyez en vous. Et encore un grand merci. Gratitude, Olivier.